Nous sommes bien sur Radio Sainte-Afrique. Bienvenue à tous dans cette 7e émission de notre série documentaire Radio Florine. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique autour des brebis, les brebis du Roquefort, avec notre invitée. Je vais laisser le soin à Katia de la présenter. Bonjour Katia. Bonjour Mélanie. Et puis nous retrouvons nos chroniqueurs habituels, chronique gastronomie, chronique histoire, chronique musique avec Philippe Ferré, chronique actu, chronique linguistique. Mais présentation d'abord de notre invité du jour. Oui, alors aujourd'hui, en fait, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau, en visioconférence, une fois de plus, vu encore les difficultés de la situation. Donc, Anne-Marie Brisbard, qui est ethnologue, qui est directrice de recherche émérite au CNRS, au laboratoire d'anthropologie sociale, au Collège de France, donc, et qui se rattache aussi à l'EHESS. Et donc, Anne-Marie Brisbard, vous travaillez sur la question du statut des animaux domestiques, de rente, de compagnie, et donc le statut de ces animaux dans les sociétés rurales, mais aussi les sociétés urbaines. Et vous avez en particulier étudié les questions de transhumance, de savoirs pastoraux, de pratiques thérapeutiques et rituelles, de races animales, et d'autres thématiques dont on parlera peut-être en cours d'émission. Alors vous avez publié divers ouvrages sur la question de l'élevage. Il y en a un qu'on connaît bien par chez nous, qui s'appelle Berger des Cévennes, histoire et ethnographie de l'élevage ovin et de la transhumance en Cévennes, qui a été publié en 1978 aux éditions Espace Sud, Presse des Baronnies. Et puis plus récemment, Berger et transhumance aux éditions de Boré en 2007, ou encore en 2009, Sciences sociales, regard sur le pastoralisme contemporain en France, et en 2013, Chemin de transhumance, histoire de bêtes et de bergers du voyage. Donc là, je crois que pour parler brebis, Mélanie, on ne pouvait pas mieux tomber. On est ravis, absolument ravis de vous accueillir, Anne-Marie. Anne-Marie, vous faites partie du comité scientifique du Saloir, je tiens à le préciser, car c'est vraiment un grand honneur aussi de vous compter parmi ces spécialistes de ces questions liées de près, de loin à l'élevage et au savoir et savoir-faire de la production fromagère. Alors j'en profite pour rappeler que Radio Florine, c'est une émission qui est coproduite par Radio Sainte-Afrique, donc par le Saloir et par la Confédération Générale de Roquefort. Bonjour Anne-Marie Brisbard. Bonjour. Bonjour Anne-Marie. Grand plaisir aussi de vous voir de loin à cause de la pandémie, mais j'espère bientôt pouvoir venir à Sainte-Afrique et à Roquefort. Et voilà. Alors oui, Anne-Marie, donc vous travaillez sur les rapports finalement entre l'homme, la brebis et son environnement. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots dans un premier temps pour présenter un peu le cadre, le contexte de vos travaux et de vos recherches? Mes études universitaires, j'ai commencé par des études de sciences naturelles, biologie, zoologie, et c'était à l'université à Jussieu, donc juste à côté du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et j'ai fait une vacation dans un laboratoire qui s'appelait ethnobotanique. Et on m'a demandé de m'occuper de toute une bibliothèque d'ethnozoologie. Je savais pas du tout ce que c'était que l'ethnobotanique, l'ethnozoologie, mais ça m'a passionnée. Et je me suis dit que ce qu'il fallait faire, c'était de l'ethnologie. Donc, la deuxième partie de mes études universitaires, j'ai fait donc un doctorat d'ethnologie. Je devais partir en Afrique, travailler sur les relations entre les groupes sociaux et les animaux sauvages. Et en réalité, j'ai eu l'occasion de venir en Cévennes. J'ai découvert la vie des éleveurs et des bergers de transhumance avec leurs troupeaux, avec le rapport à l'environnement. Et j'ai cherché s'il y avait eu des publications. À l'époque, c'était en 1970, il y avait pratiquement rien de publié. Je me suis dit, pourquoi partir en Afrique alors qu'on a en France un exemple formidable de relation entre les hommes et leurs animaux. Le troupeau, les chiens, les brebis meneuses. Et j'ai donc fait ma thèse d'ethnologie
sur cette transhumance en Cévennes, ce qui a donné ensuite une publication, Berger des Cévennes, que vous avez citée. Et pendant des années, je suis allée chaque année en transhumance avec les bergers pour mes recherches, mais aussi pour le plaisir de continuer à transhumer avec ces gens dont j'avais senti la richesse, tout leur savoir qui était peu connu. Et alors justement, ce lien de la brebis à l'homme dans ce bassin méditerranéen, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Peut-être en prenant peut-être un fil un peu historique, ça pourrait être intéressant si... La brebis, c'est la domestication d'un mouflon, le mouflon oriental, qui existe encore en Turquie, Irak, Syrie, hein, et qui a été domestiqué il y a environ 10 000 ans. Voilà. Et une fois qu'il a été domestiqué, eh bien, peu à peu, les hommes l'ont amené à pied ou en bateau, ça dépend, tout autour du bassin méditerranéen. Donc, c'est cette domestication qui a peuplé donc notre région du sud de la France, en particulier donc l'Occitanie. Alors c'était un animal qui avait du poil et pas de laine, mais la sélection a fait que les hommes, peu à peu, ont réussi à ce que la couverture en laine soit présente, et ils avaient donc un animal qui pouvait donner à la fois de la viande, du lait, de la laine, de la peau, et puis aussi beaucoup le fumier qui était une richesse pour pouvoir cultiver les plantes qui par ailleurs avaient été domestiquées. Donc voilà le début de l'histoire de la brebis. Dans la région, en garrigue par exemple, il y a eu le réchauffement de la garrigue environ 4000 ans avant notre ère. Donc plutôt il y a 4000 ans, c'est 2000 ans avant notre ère. Et les éleveurs qui étaient sédentaires dans la garrigue ont emprunté les pistes des animaux sauvages pour aller dans la montagne chercher l'eau et l'herbe qui manquaient, puisque dans la garrigue, il y avait une période d'aridité qui existe toujours d'ailleurs, et qui fait que la transhumance existe dans la région depuis 4000 ans. Et c'est donc, il y a naturellement des animaux qui sont restés sédentaires, en particulier sur les Causses, où on était en altitude et où on souffrait moins à l'époque de la chaleur. Donc, ces troupeaux sédentaires n'avaient pas besoin de se déplacer. Et donc c'est aussi ce qui explique alors les premiers peuplements de nos régions à nous, de la région d'Écosse, ces premières transhumances, ces déplacements en tout cas des populations du sud vers ces plateaux, sur les pistes de ces animaux sauvages dans un premier temps, donc pour des raisons et c'est comme ça que les grandes rails ont été tracées, et donc qu'elles existent encore, et que les Cévenols ont la chance de pouvoir continuer à les emprunter parce qu'ils sont juste au pied de la montagne, alors que dans le sud-est de la France, il fallait mettre au moins 15 jours pour monter dans la montagne, et à cause de l'urbanisation et de la longueur, il a fallu transhumer d'abord en train et puis maintenant en camion, alors que les Cévenols, les gens des plaines méridionales, disons, de l'Occitanie, peuvent continuer à monter à pied, ce qui est bon pour les brebis. Et il faut s'habituer à la température, au climat de la montagne, ce qu'elles font en montant à pied, les brebis. Alors que dans le sud-est, il faut les amener pour qu'ils restent à peu près une journée de marche pour qu'elles s'habituent. Parce que là-haut, il n'y a pas de bergerie. Les brebis sont en parc. Elles sont dehors toute la nuit.
Donc Anne-Marie, ces drailles, ces chemins, ces itinéraires, vous les avez étudiés de près et vous les avez répertoriés aussi, enfin, vous les avez identifiés concrètement. Il y en a quelques-uns. Elles sont identifiées depuis très longtemps. Hein. Elles sont dans les usages locaux. Elles sont, moi, je les avais encore les grandes drailles, celles qui vont en Aubrac, en Margeride et qui sont sud-nord. Les transversales, les petites drailles. Moi, je les avais redessinées à partir des usages locaux des départements, entre autres le département de l'Hérault, du Gard, etc., parce qu'elles étaient notées. Et puis, elles passent sur les crêtes, hein, elles vont le plus vite possible, elles passent sur les crêtes. Elles ont été balisées par des cairns, certaines sont soutenues par des murets de pierre. Vraiment, c'est le chemin des moutons. Hein. On dit partir en transhumance, il y en a qui disent endrailler, en montagnier, mais endrailler aussi. Hein. Partir en transhumance, prendre la draille. Hein. Cette portion de territoire que représentaient les grandes drailles, on a dit qu'elles appartenaient aux éleveurs et à leurs troupeaux pour pouvoir monter en transhumance. Mais il n'y avait pas que les troupeaux qui passaient, il y avait aussi beaucoup d'échanges qui se faisaient par les drailles. Les gens qui descendaient de la montagne pour se louer, pour travailler dans les vignes, pour faire la récolte des châtaignes, tout un tas de gens, des pèlerins qui passaient par là. On dit en fin de compte que la culture passait aussi par là. Il n'y avait pas que les troupeaux, il n'y avait pas que les gens qui travaillaient, mais il y avait aussi cette idée d'un lien entre le bas et le haut, et d'un lien culturel entre le bas et le haut, de gens qui d'ailleurs parlaient la même langue, l'occitan, avec des petites différences quelquefois entre la montagne et les plaines méditerranéennes, mais quand même, ils se comprenaient. Hein. Et donc, la langue et la culture passaient par là aussi. Mais alors là, je pense qu'il faut absolument appeler Jacques Astor, parce que question langue, nous, on aime bien s'en référer à ce linguiste, à ce cher linguiste, qui va peut-être nous apporter quelques éclairages autour de la brebis, justement, et de la terminologie liée à la brebis. Oui, bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Ça va ? Oui. Alors, dis-nous, tu sais, on est avec Anne-Marie Brisbard et on parle un peu des brebis. Et toi, je sais que tu as un peu réfléchi à ces mots patois, occitan, pour parler des brebis, des fêdes. Oui. Et tu voulais nous en dire deux mots, non ? Oui, c'est ça. Quand notre regarde, le brebis, c'est la fête. D'ailleurs, il n'y a pas que nous qui l'appelons la fête. C'est bien entendu tout le Languedoc, le Tarn, l'Hérault, mais aussi le Gévaudan, la Lozère, le Vivarais, l'Ardèche, et toute la Provence, avec des Alpes. Par contre, le Thésoc, le thésaurus de la langue occitane, montre que tout l'ouest du domaine occitan, toute la Gascogne, ne connaît pas ce terme. Il ne connaît que l'ouaille. Au nord, le Limousin ne parle que d'ouaille. Et cette influence se fait sentir sur d'autres départements, où le Cantal, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Haute-Garonne, et se partagent entre la Fède et l'ouaille. Et au point de vue étymologique, il est évident que ouaille représente ovis latin, dérivé en icula, qui est diminutif, et en latin, ovis désignait le mouton en général. Et puis, plus particulièrement, la brebis. Il est passé dans le français ouaille. Avant d'avoir un sens religieux qu'on lui connaît bien, il a eu celui de brebis. Georges Sand disait que dans son berry, on gardait les ouailles. Avant d'avoir un sens religieux, comme tu le vois, ça avait le sens de brebis. Et dès le bas latin, pour revenir à nos faits, le terme représente le latin feta, qui signifie qui a mis au monde, qui a accouché. Ouais, mais Jacques, feta, c'est enfin, tu parles du fromage grec ou c'est pas le même mot? Ah oui. De l'italien feta. Là, il s'agit que de l'italien. Feta. Feta, qui signifie tranche. D'accord. Une feta di pane. Le mot, il évoque la présentation en morceaux de ce type de fromage.
Et pour revenir à notre racine latine feta, le fedon, c'est l'agneau. Mais pas que cela. Il a désigné le petit de l'animal en général, puisque dans le cas du cheval, le poulain a été appelé fedou. Et que le nom du petit de la biche, c'est le fan, vient de la racine balatine fétone. D'accord. Et il y a d'autres noms comme ça qui ont un rapport avec la reproduction, par exemple? Ah oui, il y a le terme vassive, masculin, et vassivo, féminin, pour désigner l'agneau et l'agnelle entre 1 ou 2 ans. En français, on les appelle les antenés. Eh oui, les antenés. Le mot vient du latin annotinus, âgé d'un an, révolu. Et vassi ou vassivo représente le latin vacuus, dérivé de vacuus, vide. Il évoque un espace vide, non occupé. Le français vacances est de même origine pour désigner une période de temps non employée. On pourrait former un parallèle avec le français oisif. En fait, dans le cadre de l'élevage au vin, cela signifie que mâles et femelles sont encore jugés inaptes à la reproduction. En quelque sorte, étymologiquement parlant, ils sont en vacances. Quant à la brebis stérile, elle a engendré une floraison d'appellatifs. On dit qu'elle est tourivo ou turillo, turco ou turlo. Dans la langue d'Azo-Technique, on dit qu'elle est bréaigne. On dit encore qu'elle gâche ou gâche en rouergue. Autant de mots dont on ne connaît pas vraiment l'histoire. Oui, mais alors, merci. Parce que voilà. Déjà, on a abordé des notions qui sont intéressantes. Moi, je ne savais pas tout ça. Merci, Jacques. Voilà. Bon, mais merci, merci beaucoup. Allez, moi aussi, à vous remercier. À bientôt. À bientôt. Après les mots, la musique, oui. On appelle Philippe. Peut-être qu'il a trouvé une belle illustration, c'est sûr même. Il a trouvé une belle illustration des brebis en jazz, en musique. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour à tous et merci une fois de plus de nous proposer cette chronique musicale dans cette émission. Donc aujourd'hui, je suis parti sur deux artistes. Certains ont sûrement déjà entendu, mais j'ai eu un coup de cœur pour ces deux artistes qui ont sorti des disques simultanément fin 2019, début 2020. Le premier, c'est le pianiste Roberto Fonseca. Alors, certains l'ont sûrement croisé au festival New Jazz il y a quelques années, mais là, il vient de sortir un nouvel opus qui m'y a bien plu. Alors, bien sûr, il est toujours dans la lignée de ce qu'il fait, là où il a toujours baigné, c'est-à-dire à la fois des atmosphères de classique, de groove, de funk. Il y a aussi parfois des rythmes un peu hip-hop latino. Voilà, c'est un disque qui fait vraiment partie de la lignée du jazz cubain, c'est-à-dire des choses assez poliformes qui vont toucher un petit peu à tout et voilà, on est vraiment très attentif à ce que fait cet artiste. Et donc on va écouter un extrait de son dernier album qui s'appelle Listen et le morceau s'appelle Haga. Palaroma, vamos ya, que yo quiero guarachar. Palaroma, vamos ya, que yo quiero guarachar.
Nous voici de retour sur le plateau de Radio Florine, sur Radio Saint-Afrique, en compagnie de Anne-Marie Brisbard, aujourd'hui sur le thème des brebis du Roquefort. Oui, alors on a une reine parmi les reines au niveau des races locales. Il s'agit de la Laconne. Alors ce serait intéressant qu'on interroge un peu la Laconne avec votre regard à vous, et puis d'autres regards qu'on va convoquer également. Voilà. Alors peut-être pour débuter cette partie sur la Laconne, la race Laconne, on pourrait écouter un témoignage d'un éleveur de brebis retraité aujourd'hui qui a livré son lait à Roquefort, comme on dit, et qui nous raconte l'histoire du choix de la Laconne. Alors on y reviendra après avec Anne-Marie, mais voilà, il raconte comment finalement c'est la race Laconne qui a été choisie pour faire le lait pour le Roquefort. Le lait issu des races locales, il n'y a pas de précision. 1948, il y avait 4 races. Donc en 1930 ou 25, il y avait la Laconne, Camarès, le Larzac et les Cossenardes. C'était ça. Donc c'était les gens de Rodez qui avaient mis ça. En 1948, alors que Confédération travaillait déjà à essayer de mettre en place le contrôle laitier, je rappelle que la première année au contrôle laitier, il y avait 20 ou 30 éleveurs qui ont été sélectionnés, qui se sont engagés à ce qu'on vienne contrôler les brebis. C'était presque tous ils traillaient à la main. Et donc ils ont convenu, parce qu'en traillant, ils ont dit il faut faire qu'une seule race. Personne ne leur a pas dit, c'est en travaillant à faire ce contrôle laitier, en essayant de commencer à faire cette sélection massale, ils ont dit il faut faire qu'une seule race. Et donc à l'époque, les 4 races, ils ont fait plusieurs rencontres, et il y avait un industriel. Lui, il était président du Flockbook Laconne. Ouais, du coup. Et donc il a dit aux autres, ça sera Laconne. Alors il y avait ici Camarès, il y avait les autres, tout ça. Et l'histoire, la vraie histoire, puisque Roch de Métira, qui est mort il y a quelques mois, m'a raconté, il avait 15 ou 16 ans, son père avait été à La Réunion. À Camarès, il y avait un Vergne, c'était un docteur propriétaire foncier, en fait, c'était que les représentants des éleveurs, c'était les médecins, etc. Oui. Il y avait Bonnet à Laconne, à Belmont, il y avait un Bonnet à Laconne aussi d'ailleurs, conseiller général, un autre à Belmont. Et les représentants d'ici n'ont pas été à La Réunion. Ah, ok. Voilà, d'accord. Ouais. Alors, ça aurait très bien pu être la race Camarès. Mais je le dis, mais l'histoire, elle est là. Oui, des fois, elle se tient aux hommes et au rendez-vous manqué, ou réussi. Ils ont fait exprès de ne pas y aller parce qu'ils avaient dû s'arranger un peu avant. Et de Rouville a dit, ça sera la com, ça sera rien. Jacques Bernat qui témoignait, donc rappelons, ou disons au passage que Jacques Bernat habite dans le Camarès, voilà, dans la région de Camarès. Donc, il n'était pas content que ce soit la Laconne. Pas content, voilà. Anne-Marie, vous avez interrogé, vous, la Laconne d'un point de vue historique, ou vous y êtes intéressée de plus près, justement en lien avec ces recherches sur les races rustiques, dont vous nous parliez un petit peu tout à l'heure? Pour ça, c'est vrai que la Laconne, c'est aussi une race rustique. C'est actuellement la première race ovine française en termes d'effectifs, mais malgré ça, elle reste une race locale. Elle est sortie de là, disons, même s'il y a eu quelques croisements, entre autres avec la mérinos. À l'époque, on a voulu un peu mériniser, mais elle a été choisie pour ses qualités laitières, bien sûr, mais aussi pour le fait de pouvoir manger dehors aussi, puisque dans le cahier des charges, me semble-t-il, elle ne doit pas rester en bergerie. Non. C'est pas un élevage intensif, c'est un élevage extensif. Tout à fait. Qui doit se nourrir sur le COS, sur la production végétale spontanée locale, qui donne sans doute à son lait une partie de sa qualité. L'altitude, la végétation locale, la marche, l'air des côtes, etc. Tout ça doit faire partie de ce qui fait ses qualités. La Laconne, pour le fait qu'on ait
fait 2 rameaux maintenant où il y a la lacune lait et la lacune viande, mais avec 2 sélections différentes. Mais ça reste quand même la brebis locale qui est dans son environnement. Que seraient les causes sans les brebis lacunes elle manquerait certainement. Plus d'1 million de brebis lacunes en comptant les 2, lacune lait et lacune viande. Et si le nombre d'élevages a peut-être un peu diminué, le nombre de brebis par élevage ayant plutôt augmenté, c'est une race qui a plutôt gagné en effectif, alors que beaucoup d'autres races locales, rustiques, ont perdu en effectif. Pour le Roquefort, je crois que c'est 750 000 brebis. 750 000. Pour le bassin de Roquefort, ouais. Enfin, productrice de lait pour le Roquefort. Je pense que ce qui fait aussi sa réputation, c'est le Roquefort. Elle est vraiment liée au Roquefort. Elle est dans le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée, donc forcément... ouais. Oui. Mais elle y est depuis pas si longtemps, en fait. Non, mais non, c'est pas quelque chose qui date de la loi de 1925, pas non, du tout. Comme a dit Monsieur Bernat, en fait, la consécration de la lacone, elle arrive tardivement dans l'histoire quand même dans l'histoire contemporaine de la fabrication fromagère, puisqu'on fait du fromage avec des races de Corse, avec des races pyrénéennes, jusque dans les années 60 encore. Oui, tout à fait. Et donc, c'est vrai que c'est une... vraiment la consécration de la lacone, elle est tardive. Oui, il y a vraiment un lien entre la brebis, la lacune, et ce que les hommes font de son lait, avec le lien au territoire, qui est à la fois le lien à l'alimentation pour la brebis, mais aussi le lien avec les fameuses caves, les fleurines, tout ça forme une sorte de système qui est unique. Et vous avez interrogé justement le rapport de ces éleveurs à cette brebis-là en particulier, où vos recherches ont plus porté sur, dans les Cévennes en tout cas, d'autres types de races ovines? J'ai eu l'occasion de discuter, mais je n'ai pas fait exactement le même travail qu'avec la transhumance, parce que, en fin de compte, sur le Roquefort, il y a eu des publications, c'est connu depuis longtemps. Moi, ce qui m'avait attiré en travaillant sur la transhumance et les races locales, c'était que c'était très peu connu, où on avait une image du berger avec sa capre. Enfin, il y avait un côté passéiste qui laissait entendre que ça n'existait plus, ou qu'il restait quelques vieux bergers dans la montagne. Bon, je sais que ça a beaucoup diminué, mais il y a des jeunes qui reprennent, et donc tout ça m'intéressait, si vous voulez. Oui. Et la préservation de ces races m'intéresse beaucoup aussi. Puis il y a un effort de sélection qui est fait depuis de nombreuses années. Jacques Bernat a parlé du contrôle laitier, donc faisant un lien entre finalement la naissance du contrôle laitier et le choix d'une race à un moment donné. Mais pourquoi ? Parce que justement derrière on a sélectionné cette race et pour qu'elle ait un rendement meilleur. Voilà. Et aujourd'hui, la filière, comme enjeu, essaye d'intégrer de nouveaux critères de sélection, plus portés sur la durabilité, la longueur de vie des animaux. Voilà. Donc, vous voyez, les temps changent. On change nos critères de sélection au fil des années. On n'est plus sur la notion, tu veux dire, de rendement, en fait. Oui. Il y a eu la conformation des mamelles, il y a eu la production laitière, et aujourd'hui, les critères sur lesquels les regards sont portés, c'est plutôt des critères de durabilité de l'animal. Mais peut-être que pour compléter et cette question du choix de la lacone par rapport à l'AOP Roquefort, on pourrait écouter Sylvie Vabre sur un éclairage plus d'historienne, en fait, sur cette idée du choix à travers notamment les comices agricoles. Oui. Allô ? Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Tu es en direct sur Radio Fleurine.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on est donc aujourd'hui avec Anne-Marie Brisebar qui nous parle de la brebis et de l'élevage. Et donc, on vient d'échanger autour de la question de la race Laconne. Et il me semble que tu avais, toi, peut-être des éléments à partager avec nous sur cette question-là. Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse et ce que je trouve curieux, c'est pourquoi la brebis qui est vouée à la production de lait porte le nom de Laconne et non de Larzac. Oui. Parce qu'effectivement, je trouve que c'est curieux. Et donc, comme le Larzac est le berceau de naissance de la production de lait pour la fabrication du fromage de Roquefort, moi, je vous propose une explication pour éclaircir un petit peu ce mystère. Une explication en 3 temps chronologiques et 3 lieux différents. Le premier terrain d'action, c'est le Larzac et le Saint-Africain dans la première moitié du 19e siècle. Ici, la race de brebis Larzac est la reine des troupeaux. C'est elle qui a porté la première croissance de la fabrication du fromage de Roquefort. Et des efforts considérables ont été faits. Les techniques d'élevage ont évolué, la brebis est mieux nourrie, ses parcours sont limités contrairement aux usages afin qu'elle puisse donner plus de lait. Et la croissance, véritablement, a été portée par le Larzac dans la première moitié du 19e siècle. Donc, en 1842, le plateau ne représente plus que la moitié, un peu plus de la moitié de l'approvisionnement en pain de caillé de la maison Durand, qui est la maison principale d'affinage du village de Roquefort. Et comme les autres, cette maison est allée chercher ailleurs le précieux caillé de brebis qui doit être affiné dans les caves. Et donc, au milieu du 19e siècle, le rayon s'étend au Saint-Africain, puis à la région de Camarès, mais aussi en Lozère, dans le Tarn et dans le Gard. La maîtrise des techniques d'élevage a mis en valeur la race Larzac. Elle donne du lait, mais aussi de la viande, dont se nourrissent les habitants de la région, et de la laine pour les industries locales. À partir de 1855, un concours de la race Larzac est organisé à la cavalerie par la Société d'agriculture de Rodez et le comice agricole. Les élites agricoles ont un triple objectif: l'amélioration de la production de laine, de lait et de viande. Les propriétaires sont vraiment présents dans l'organisation du concours et encouragent les troupeaux dans cet équilibre. Or, sur le plateau et dans le Saint-Africain, la demande oriente les troupeaux vers la production de lait. Et cet antagonisme freine certainement l'évolution de la race locale. Le deuxième terrain d'action, dont nous allons parler maintenant, est le département voisin, le Tarn. La situation y est totalement différente. Depuis les années 1840, plusieurs éleveurs œuvrent pour transformer une race locale en une productrice de lait. Habitant dans les zones insérées récemment dans le rayon de collecte, ils s'évertuent à répondre à la demande des caves de Roquefort, fournir plus de pain de caillé. Ils sont aidés en cela par l'administration préfectorale. En 1854, un concours pour les ovins est organisé à Brassac, à quelques 20 km de la Cône. Et le concours agricole d'Albi, de 1859, prime les ovins de Denoroy. Monsieur Denoroy est un gentilhomme au service de l'amélioration de l'agriculture, comme on en trouve dans les campagnes de la première moitié du 19e siècle. Il utilise sa fortune et son domaine, situé à la Cône, pour mener des expériences et cible particulièrement les troupeaux d'ovins. Ces résultats, jumelés à la mise en place des laiteries à la fin des années 1880, ont sans aucun doute contribué à orienter définitivement les recherches vers la production de lait. Débarrassés de la fabrication des pains de caillé, les éleveurs pouvaient désormais se consacrer à la production de lait, celle de la viande devenant seconde. La laine a perdu de la valeur à cette époque-là. Les brebis sont nourries par des fourrages artificiels, elles se déplacent moins et sont l'objet de soins quotidiens. Enfin, le comice de Brassac obtient la création de 2 concours spéciaux en 1902, celui de la race ovine de la Montagne Noire et celui de la race ovine de la Cône. Le premier concours de la race Laconne a lieu en 1905. On voit donc que les instances départementales du Tarn ont véritablement encouragé tout au long du XIXe siècle cette transformation liée au dynamisme des entreprises d'affinage de Roquefort.
Le troisième terrain d'action est la zone du Rougier de Camarès. Elle aussi, elle a été dynamisée par la demande de lait. Elle élabore une race locale qui adopte les traits de la Larzac et qui est appelée du nom de Camarès. On la distingue à la fin du 19e siècle. Un concours est mis en place. Elle est faite en fait pour contrebalancer le succès de la Laconne. Mais la Laconne est présente dans tous les troupeaux. Elle a envahi véritablement le territoire laitier, y compris le Larzac. Au concours de 1903, à la cavalerie, sur les 10 000 brebis présentées, la Laconne représente 30% des troupeaux. La Larzac, 15%. Le combat est terminé, la Laconne s'est imposée. Elle est devenue meilleure productrice de lait tout en proposant une viande de qualité. La laine, en revanche, s'est faite rare. Mais à la fin du 19e siècle, elle n'a plus vraiment de valeur. Et donc on le voit finalement, c'est la recherche de lait qui est un véritable or blanc et l'élargissement du rayon qui ont stimulé les territoires voisins du Larzac. Là, dans ces territoires voisins, les élites agricoles étaient moins attachées à la triade viande, lait, laine. Et les éleveurs tarnais sont parvenus à adapter une race aux attendus des négociants de Roquefort. Et finalement, le nom de la ville où se trouve le château de la famille de Noroy, Laconne, a donné un nom à la race ovine laitière. Voici de retour sur le plateau de Radio Fleurine, sur les ondes de Radio Sainte-Afrique, en compagnie d'Anne-Marie Brisebard, ethnologue, qui nous accompagne aujourd'hui autour d'un éclairage sur la brebis. Et donc, c'est aussi intéressant d'avoir votre regard sur la notion de transmission, peut-être, des savoirs et savoir-faire liés à l'élevage, Anne-Marie, parce qu'en tant qu'ethnologue, c'est vraiment des espaces et des endroits, des pratiques et des façons de faire qui vous intéressent au premier chef. Et donc, vous avez certainement beaucoup de choses à partager sur ces questions de transmission, d'apprentissage aussi peut-être des savoir-faire liés à l'élevage, dans la manière dont ça s'organise peut-être, dans les familles par exemple, entre autres. Autrefois, je ne sais pas si c'est encore valable, quand on cherchait quelqu'un pour succéder, par exemple, et quelqu'un à qui transmettre, un enfant de la famille, on choisissait celui qui était né avec un mouton dans le ventre. C'est-à-dire l'enfant qui, par exemple, quand il revenait de l'école, il filait tout de suite à la bergerie ou dans le pré où était le troupeau, et puis il passait son temps libre avec les brebis. Souvent, il adoptait un agneau qu'il fallait élever au biberon. Et ça, je l'ai vu... Et je l'ai entendu dire beaucoup sur le fait qu'on reconnaissait dans la famille celui ou ceux qui vraiment, dès l'enfance, étaient intéressés et passionnés même par s'occuper des brebis, vivre avec, etc. Donc, je ne sais pas si actuellement les familles ont encore, si la succession se fait toujours... comme ça au niveau des familles, et parce que la transmission, la première transmission, celle de base, c'est quand même à l'intérieur des familles qu'elle se faisait et qu'elle se fait sans doute encore quand il s'agit d'une transmission familiale. D'un autre côté, maintenant, il y a quand même le passage presque obligé par les lycées agricoles, comme la Cazotte, par exemple, qui est spécialisée justement dans l'élevage laitier, parce que après, quand on s'installe, quand on veut moderniser, si on veut un prêt, faut un diplôme. La famille ne donne pas de diplôme, et pourtant, moi j'ai le souvenir alors c'était chez les transhumants, mais quand même,
d'un des premiers que j'ai connu qui était passé, lui, par l'école du Merle à Salon-de-Provence, qui est l'école de la transhumance. Et quand je lui posais la question, qu'est-ce qu'il avait appris dans sa famille et qu'est-ce qu'il avait appris à l'école du Merle, il me répondait que à l'école du Merle, il avait surtout appris ce qu'il voulait pas faire, c'est-à-dire devenir un industriel du mouton. Il voulait garder la même façon d'élever que son père, son oncle, etc. Sa famille, c'était une famille de grands transhumants, mais en même temps, il était passé par cette école et il le regrettait pas, quoi. Mais il était le seul à l'époque, c'était dans les années, fin des années 70, il était le seul chez les transhumants cévenols à être passé par une formation autre que la formation familiale. Donc je pense que aussi sur les Causses, enfin moi j'ai connu des éleveurs sur les Causses, des éleveurs sédentaires, et il y a à l'évidence la main-d'œuvre, les enfants étaient là, la main-d'œuvre était familiale. Beaucoup de ces éleveurs ont transmis à leurs fils. Maintenant, il y a les filles aussi, quelquefois, qui s'y mettent et qui veulent continuer le métier de leur père, de leur grand-père. Bon, c'est quand même un métier passion, quoi. C'est tout métier au contact des animaux. Si on n'est pas industriel, tout métier au contact des animaux, ça nécessite quand même qu'il y ait autre chose qu'un savoir professionnel, qu'il y ait aussi un goût et une certaine affectivité pour les animaux. Alors, donc, Anne-Marie, comment elle se manifeste, cette affectivité, justement, dans vos observations à vous? Vous l'avez vu exister comment? Par le regard que porte l'éleveur ou le berger sur les animaux, la façon de sentir dès que ça va pas, parce que en réalité, les animaux le rendent d'une certaine façon. Quand vous êtes comme moi, parisienne, chercheuse, et que j'arrivais dans un élevage, que les bêtes étaient soit à la bergerie, soit dans un parc, et que j'essayais de rentrer dans le parc au départ, au début, quand j'arrivais, les brebis s'écartaient. Bon, elles ne me connaissaient pas, elles ne connaissaient pas ma voix, mes gestes, mon odeur. Au bout de quelques jours, les éleveurs me disaient « Ah, ben ça y est, elles vous connaissent, vous ne leur faites plus peur et elles fuient pas devant vous et vous êtes presque une vraie bergère. » Donc, il y a quelque chose qui passe entre les hommes et les animaux quand on s'en occupe de cette façon-là. Il y a la façon de les soigner, il y a la façon de connaître leur comportement, d'essayer tout en les préservant des dangers ou des plantes toxiques, des endroits qui sont dangereux, c'est de les contrarier le moins possible et de n'intervenir que quand il y a un danger ou quand il faut, par exemple, les rentrer, mais autrement de les laisser le plus libres dans leur comportement. Il y a un proverbe qui dit l'œil du berger engraisse le troupeau. Moi, j'avais compris au début que ça voulait dire que le berger, ou on dit berger à la place d'éleveur, que le berger, il voyait toujours son troupeau plus beau qu'il n'était, mais pas du tout. L'œil du berger engraisse le troupeau, ça veut dire qu'un troupeau n'est jamais mieux gardé que quand il est avec son éleveur ou son berger, enfin l'humain qui s'occupe de lui, et qu'il est tranquille, il est tranquillisé, il fait confiance. Donc c'est ça la réaction affective qu'il peut y avoir. Et puis la plupart des éleveurs et bergers ont des brebis familières. Alors soit parce que on les a nourris au biberon, parce que
la brebis n'avait pas assez de lait. Les agneaux ont été nourris au biberon parce que la brebis n'avait pas assez de lait. Et ces meneuses, comme on dit en Cévennes, dès que le berger ou l'éleveur appelle, elle arrive et puis tout le troupeau suit. Donc c'est cette coopération entre les animaux et l'homme, c'est ce qui fait aussi la confiance du troupeau. Et dans ce rapport au troupeau, il y a aussi le chien, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais justement, c'est aussi une interaction. Il a un autre rôle. Ouais. Il a un rôle quand même un peu de contrainte, ouais. Ou de garde, parce qu'avec la prédation, maintenant, il y a des patouilles, il y a des... alors que la brebis familière, elle a un rôle beaucoup plus doux. Oui. Elle a un rôle d'entraînement du troupeau. Ouais, la meneuse, ouais. Moi, j'ai des photos où on voit le berger, et puis il y a une brebis qui s'est mise entre ses jambes, comme ça. Il est debout, la brebis, elle est entre ses jambes, et elle regarde, comme le berger, elle regarde le troupeau. On dirait qu'elle surveille le troupeau. Ouais. Et il est obligé de la pousser de temps en temps pour qu'elle aille manger, parce qu'elle resterait là contre lui. Et une autre fois où j'étais avec un berger, et il était fatigué, il voulait faire une sieste, et il s'était mis de côté, et il avait ses brebis familières qui étaient venues se coucher à côté de lui. Et puis il y a eu un bruit, on a entendu, les brebis avaient des sonnailles, on a entendu les sonnailles qui s'agitaient, on s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'est levé, et dès qu'il s'est levé, toutes les brebis qui étaient couchées autour de lui, elles se sont levées en même temps que lui et elles l'ont suivi. Ouais. Elles ne pouvaient pas rester là si le berger n'était pas là. Si le berger s'en allait. Ouais. C'est passionnant et vous le racontez merveilleusement, Anne-Marie. Merci. alors peut-être on peut, en notion de passion, de plaisir, peut-être on pourrait passer à la gastronomie un peu, non? Tu avais d'autres idées en tête, Katia? Non, je te suis. Moi, ça me. Sur le chemin de la gastronomie. Bien sûr, oui. Oui, on va appeler un autre passionné. C'est Quentin Bourdi. C'est parti pour une recette à base de roquefort toujours, de première asperge printanière avec une assaisonnement à base de roquefort évidemment, d'huile de noisette et d'ail des ours, le premier ail des ours qui sont là depuis quelques semaines. Donc je propose de faire un pesto à l'ail des ours pour assaisonner des asperges, ça va être juste craquant. Donc on prend de l'ail des ours qui a été bien lavé, juste au dernier moment on le passe bien à l'eau froide pour bien le rincer. On le mixe avec non pas un blender, c'est encore un petit peu des morceaux, donc on le mixe avec un petit mixeur plongeant par petits à-coups comme ça, avec de l'huile de noisette. On prend quelques noisettes aussi qu'on met à torréfier pour apporter un petit peu de craquant dans la recette. On ajoute une brisure de roquefort, toujours pareil, le roquefort on le travaille pas trop, juste un petit peu émietté on va dire là-dedans. Ça fait un super assaisonnement sur les asperges. Du coup, toujours quand on utilise le roquefort pour une recette, on diminue un petit peu le sel, toute la recette qu'on va faire. On va quand même cuire les asperges dans une eau un petit peu salée. Normalement, c'est une eau très salée pour les blanchir, mais là, on va une eau moyennement salée, on va dire. En fonction de la taille des asperges, ça peut aller de 4 minutes à 7 minutes d'ébullition, voire même un peu plus si elles sont vraiment grosses. On débarrasse les asperges dans un bain d'eau glacée, une fois qu'elles sont à la texture souhaitée. Moi, je les aime bien craquantes. Donc voilà, après avoir évidemment, on a enlevé le cul de l'asperge et épluché les 3 premiers centimètres. Donc voilà, on peut les laisser un tout petit peu dans l'eau glacée pour arrêter la cuisson. Si on les veut vraiment froides, on les laisse longtemps. Moi, je les laisse juste 30 secondes, 40 secondes, histoire que la cuisson s'arrête, et je les sors qu'elles soient encore un peu tièdes. Je les égoutte à peine et je les assaisonne tout de suite. Du coup, avec ce petit mélange d'huile d'ail des ours, d'huile de noisette à l'ail des ours, on va dire, et au roquefort, on met quelques noisettes sur le dessus, on déguste tout de suite. C'est absolument divin. Et c'est le printemps, quoi. Merci Quentin. Merci Quentin. Alors, on se fait une petite pause musicale maintenant.
Allez, on rappelle où on a Philippe qui va nous proposer un deuxième morceau de musique. Et donc, le deuxième morceau de cette proposition, de cette petite chronique de Musica, donc là, on a écouté donc le nouveau disque de Lisa Simone. Alors Lisa Simone, bien sûr, fille de Nina Simone, chanteuse exceptionnelle, et qui petit à petit, au fil des disques, se construit une identité propre. C'est pas évident hein, quand on s'appelle Simone et qu'on passe après cette grande dame de la chanson jazz. Et du coup, là, elle est à son 3e album, il s'appelle In Need of Love, et il y a dedans toute sa culture musicale, c'est-à-dire à la fois de l'inspiration spirituelle avec de la soul, avec vraiment on sent un ancrage charnel quoi. Ici il y a de la joie, il y a de la douleur, mais tout ça fait jeu égal et il y a une belle alchimie qui fait vraiment transparaître la personnalité d'une très grande chanteuse de jazz vocal contemporain. Voilà. Vraiment, je vous conseille ce disque qui s'appelle In Need of Love et le morceau qu'on va écouter s'appelle Wonderful. Magnifique. I'm wonderful, yes, I'm wonderful. Never forget just how special you are. Yes, I'm wonderful. You're just wonderful. I'm wonderful, yes, I'm wonderful. Don't let nobody tell you no different. I'm wonderful. Yes, I'm wonderful. I'm wonderful. Yes, I'm wonderful. Yeah, I'm wonderful. Yes, I'm wonderful. Don't let nobody tell you no different. Who's wonderful? I'm wonderful. Yes, I'm wonderful. Say it again. I'm wonderful. Yes, I'm wonderful. Just a little bit louder. I'm wonderful. Yes, I'm wonderful. Don't let nobody tell you no different. You're so wonderful. Yes, you are. I'm wonderful. Yes, I'm wonderful. Come on, say it again. I'm wonderful. Yes, I'm wonderful. Don't let nobody tell you. Don't let them tell you no different. No, just a little bit louder. I'm wonderful. Yes, I'm wonderful. Oh, believe it. I'm wonderful. Believe it. Don't let nobody, don't let them tell you. Come on and affirm it. Confirm it for yourself. Just sing along. Who's wonderful? Yeah. Don't let nobody tell you no different. Merci Philippe pour ce deuxième choix musical qui était de toute beauté. Nous voici de retour sur le plateau de Radio Fleurine et c'est la dernière partie de notre émission aujourd'hui. Donc émission consacrée à la brebis avec Anne-Marie Brisbard qui nous a accompagnés tout au long de ces échanges. Et donc on parlait tout à l'heure de ce lien profond et affectif que l'homme entretient en fait avec la brebis dans le cadre des pratiques d'élevage, des pratiques pastorales. On se demandait avec Mélanie comment aujourd'hui finalement ce lien il perdure ou comment il évolue aussi du fait des mutations qu'on connaît dans le système agricole au sens large et par rapport aux contraintes qu'on peut avoir aujourd'hui quand on est éleveur. Selon vous, Anne-Marie, est-ce que vous avez interrogé ces dimensions dans le temps présent aussi? Est-ce que vous avez et du coup, est-ce que vous arrivez à mettre en perspective aussi vos observations et par exemple, à travers cette idée de lien de l'homme à son troupeau? Il y a une certaine modernisation, mais dans ces élevages traditionnels, le terme traditionnel, ça a un côté archaïque, mais on ne modifie pas totalement ce type de système d'élevage, parce que il est équilibré, donc on ne voit pas pourquoi on le modifierait. Maintenant, il y a la modernisation, elle vient plutôt de la technique. Autrefois, on trayait à la main, maintenant on traye à la machine.
Bon, il y a des choses comme ça qui, en transhumance, l'éleveur n'est plus aussi, enfin le berger n'est plus aussi isolé. Il a le téléphone portable, il a bon, etc. Et puis il y a aussi la relation avec le tourisme qui est très très importante. Hein, quand on voit par exemple à Roquefort le nombre de gens qui viennent visiter les caves, on se dit que les gens sont intéressés à savoir comment on fait le fromage, d'où il vient, etc. Bon, donc ça, c'est les côtés positifs. Les côtés négatifs, ce serait une augmentation, si on veut, une augmentation de la prolificité, avoir plus de bêtes qu'on ne peut, on n'arrive pas à s'en occuper de la même façon. Bon, ben ça, qu'on passe peu à peu à l'industriel, ce que disait l'éleveur dont je vous ai parlé. Je veux pas devenir un industriel du mouton, quoi. Je veux pas devenir quelqu'un qui n'a plus le rapport avec ses bêtes. Ce qui a beaucoup changé quand même dans la société, c'est cette sensibilité au soi-disant bien-être des animaux. Le problème, c'est que ça vient beaucoup des citadins qui n'y connaissent souvent absolument rien et qui se rendent absolument pas compte que tout élevage n'est pas un élevage industriel. Il y a le problème du bien-être, il y a le problème du réchauffement climatique et de soi-disant, alors qu'en réalité l'élevage extensif est plutôt positif par rapport au réchauffement climatique, à la production de carbone, etc. Alors le refus de la viande, alors ça c'est le problème des abattoirs. C'est pour ça qu'actuellement se développent des expériences d'abattage à la ferme, d'abattoirs beaucoup plus petits que les grands abattoirs industriels qu'on a créés, parce qu'il y avait beaucoup d'abattoirs en France, et puis peu à peu, depuis les années 70, on en a fermé beaucoup pour garder que des grandes structures qui nécessitent qu'on fasse voyager en camion les animaux juste avant, qu'on les stresse, hein, parce qu'on les sort de chez eux et il y a tout un mouvement actuellement de gens qui ne sont pas pour l'arrêt de la consommation de viande, mais pour la consommation éventuellement de moins de viande, mais de meilleure qualité. Donc ça, c'est les élevages extensifs. Et le problème de l'abattage est un problème aussi. Si on oblige des gens qui font un élevage extensif en tenant compte du bien-être des bêtes, de la qualité de leur alimentation, etc., et qu'après ils se retrouvent dans un abattoir industriel, c'est là que l'association L124, là, vous fait des petits bouts de vidéo où on vous montre des dysfonctionnements, des animaux maltraités, etc. L'idée aussi de faire de la fausse viande avec des cellules, je sais pas quoi, de cultiver des cellules pour faire de la fausse viande, c'est un peu de la folie. Moi, j'ai rien contre les véganes, mais qu'ils me forcent pas à devenir végane. Il y a de la place pour tout le monde, hein, et donc si on veut du fromage, il faut que les brebis soient couvertes par un bélier, qu'il y ait un agneau qui naisse pour qu'il y ait du lait. Et que fait-on de l'agneau? Est-ce qu'on va? Il y a la tradition de l'agneau de Pâques. Il y a autour de la viande, il y a aussi des rituels, il y a aussi du symbolique. Il y a aussi à partir du moment où on propose aux gens de la viande de qualité issue d'un animal qui a été bien élevé et qui n'a pas souffert pendant sa vie. Oui. C'est vrai que le moment de l'abattoir est un moment qui pose problème et que certains essayent actuellement de résoudre en proposant autre chose, ne plus transporter les animaux qui soient abattus sur leur lieu de vie
et dans ce cas-là, ils sont moins stressés. Voilà, des choses comme ça qui sont importantes, me semble-t-il. Je crois, permettez-moi d'intervenir, mais que la Confédération se pose beaucoup de questions sur ces éléments de bien-être animal. Évidemment. Ouais. Évidemment, puisqu'il y a ce regard de la société qui interroge beaucoup, et il y a les consommateurs, il y a la distribution qui interroge. Donc on doit apporter des réponses les plus claires possibles sur des pratiques pas forcément faciles à valoriser, on le disait tout à l'heure, puisque comment faire la preuve du lien du berger à son troupeau? Aujourd'hui, on ne sait pas faire d'un point de vue normatif. Et pourtant, c'est là. On a des éleveurs dans la filière Roquefort. Et Donc qui revendiquent un lien très fort avec leur troupeau mais comment aussi. Transmettre ça? Voilà, comment le faire comprendre? C'est très compliqué. Non, mais déjà en mettant en avant ces témoignages, tout à fait. pense. Et alors en écoutant Anne-Marie Brisbard, déjà parce qu'elle le relate très très bien, et puis ensuite par une somme de petites d'initiatives, effectivement, comme des abattoirs de proximité, et tout un tas de choses qu'on peut faire quand même pour essayer effectivement d'apporter des réponses à des inquiétudes qui peuvent s'exprimer. Mais vous mettez aussi en place, Mélanie, si je ne me trompe pas, des ateliers ou des groupes de réflexion tout à fait. Où vous discutez de ça en fait au sein de la filière. Alors effectivement, l'idée c'était par ce regard extérieur qui parfois est violent pour les éleveurs, parce que du coup ils se sentent mis en accusation et c'est très compliqué parce qu'ils ont vraiment la sensation de faire leur métier d'éleveur le plus naturellement du monde. Et ce regard de la société arrive, interroge, et à la Confédération, on a choisi de créer des espaces de parole autour de ce sujet-là, pour que justement ils puissent témoigner de ce qu'ils font, raconter, exprimer leur savoir-faire, et qu'on puisse peut-être, à partir de ce matériau-là, de ce qui est dit, et même c'est formidable parce qu'on a discuté et les éleveurs ont eu une parole tellement libre qu'ils ont échangé entre eux, ils ont pu faire part de leurs problématiques, de leurs questionnements, donc dans quelque chose de très transversal en fait, hein. Et donc du coup cette libération de la parole et ces espaces de parole aussi, ça permet d'enlever un peu les inquiétudes et de se dire on peut prendre ce sujet en main, il ne nous est pas imposé, il ne nous est pas imposé de l'extérieur, et c'est pas l'extérieur qui va nous dicter forcément comment on doit agir aujourd'hui, il faut que nous on puisse le dire aussi. Comment on agit, oui, ça c'est fondamental. Et comment on peut évoluer éventuellement. Les pratiques de vente directe permettent aussi le dialogue entre le consommateur et l'éleveur. Et c'est vrai qu'autrement, il y a tellement d'intermédiaires entre l'éleveur et le boucher, la vente. Beaucoup de gens ne connaissent absolument pas ce que c'est qu'un système d'élevage de ce genre, un système extensif qui respecte le comportement des animaux et qui essaye que le bien-être soit au centre de leur élevage. Et là, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de ventes directes et il y a de plus en plus, du coup, d'espaces de dialogue entre les touristes, disons, et puis qui cherchent les produits locaux de qualité. Donc, il y a une demande aussi des urbains de ce contact avec l'éleveur. Et je pense que ça se développe aussi beaucoup actuellement. Alors justement, pour faire c'est très juste ce que vous dites, Anne-Marie, c'est sans doute fondamental. Et aujourd'hui, on voit apparaître aussi des ONG qui sont welfaristes, c'est-à-dire qui s'interrogent et qui essayent de faire avancer la cause du bien-être animal. Et donc, il y a aussi des gens dont le métier, c'est de faire des interfaces entre ces ONG et les filières. Et donc, moi, je vous propose qu'on aille voir Aurélia Varin, qui est éthologue, qui se pose la question du bien-être animal dans d'autres filières, dans la filière ovine, mais dans d'autres filières, pour qu'elle nous apporte son éclairage aujourd'hui par rapport à ce regard de la société sur les conditions d'élevage. Bonjour, pour cette émission portant sur les brebis du Roquefort, je vais prendre contact avec Aurélia Varin. Aurélia est éthologue indépendante et elle va nous parler de son métier. Bonjour Aurélia, vous êtes éthologue, pouvez-vous nous expliquer votre métier ? Oui, l'éthologie, c'est la science du comportement animal, animal au sens large, donc humain y compris. Et en fait, notre rôle, c'est d'essayer de comprendre au travers des yeux des animaux, de voir comment est-ce qu'ils perçoivent leur environnement et finalement, qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent bien ou pas. Et c'est pour ça que l'éthologie est aujourd'hui tellement importante dans la notion de bien-être animal. Et vous connaissez bien le monde de l'élevage ovin ? Oui, tout
à fait. Alors, il se trouve que je travaille sur les animaux d'élevage exclusivement. Et donc, je connais bien les brebis puisque aujourd'hui, on travaille sur les questions de bien-être animal des brebis laitières, mais aussi des moutons à viande, des conditions d'engraissement des agneaux, de transport et d'abattage. Voilà, différents sujets qui peuvent impacter les petits ruminants. Et globalement, auprès de quel type de structure intervenez-vous et dans quel contexte? Alors aujourd'hui, moi j'interviens en tant qu'éthologue indépendante. Donc je travaille avec des coopératives d'éleveurs principalement, qui soient sous forme du coup d'organismes de gestion, par exemple d'un label rouge ou d'un AOP, qui soient regroupés sous forme de syndicats ou sous forme d'industrie. Et moi je travaille avec donc ces structures-là pour les aider à identifier les différentes pistes d'amélioration sur le bien-être animal, de comprendre les contraintes techniques, économiques, et puis d'essayer avec eux de trouver des solutions qui sont constructives et qui sont bénéfiques à l'animal et à l'éleveur. Merci beaucoup Aurélia. Eh bien, merci Sego pour ce collectage qui nous apporte aussi des éléments de compréhension de toutes ces questions-là qui sont complexes et qui sont au cœur du propos actuel. On arrive à la fin de notre émission. Oui. Donc Anne-Marie Brisbard, merci beaucoup vraiment pour votre contribution à nos réflexions autour de la question de l'élevage. En fait, c'était vraiment intéressant de vous entendre parce que ça fait aussi le lien avec des émissions précédentes, comme celle qu'on a faite avec Didier Ossibal sur la question des paysages et justement du peuplement aussi de ces cosses par les populations à la préhistoire. Ça fait le lien avec l'émission faite avec Jacinthe Bessières sur la question du patrimoine alimentaire et des rapports entre tourisme, alimentation et filière locale. Ça fait. On avait besoin de cet éclairage brebis aussi. Oui. La brebis, on avait besoin. Non, c'était voilà. Donc un grand merci. Oui, merci beaucoup. On attend de vous recevoir. On attend de vous voir en vrai. De vous voir en vrai, de vous recevoir sur le territoire du Roquefort. Voilà. Étant beaucoup confinée à Paris actuellement, j'ai pu voyager avec vous. Et j'aime beaucoup le Roquefort. Voilà. Et on vous attend de pied ferme. De pied ferme, vraiment. Ouais. Et on ira se promener ensemble si vous voulez, pour de vrai. Simplement pour rappeler à nos auditeurs que cette émission fait l'objet d'un podcast, donc qu'elle est réécoutable sur le site de la radio et qu'elle sera accompagnée d'une courte bibliographie que Anne-Marie va partager avec nous. Comme ça, vous pourrez aussi, chers auditeurs, lire et consulter les ouvrages dont elle est l'auteur ou qu'elle a envie de partager avec nous. Voilà. Et on peut la réécouter mercredi, là, qui arrive à 13h aussi. Voilà, alors on remercie tous nos collaborateurs précieux. Jacques Astor, Sego pour sa Philippe Ferré, Sylvie Vabre, Quentin Bourdi, nos témoins interviewés. Voilà, Jacques Bernat, Aurélia Varin. Merci à vous. Et puis merci à vous, chers auditeurs. Merci à Alex, à la radio, à la vie. Printemps. Exactement. Au printemps. Et on se dit donc à très vite pour une nouvelle émission de Radio Florine. À très bientôt. Merci à bientôt. Anne-Marie. Au revoir.